Les objets réputés pour être maudits attirent curiosité et fascination depuis toujours. Que ça soit des objets historiques avec un passé violent, ou des objets plus contemporains mais tout aussi mystérieux et effrayants, ils partagent tous les mêmes rumeurs. On les décrit comme des objets qui apportent le malheur, la maladie, la misère et même la mort, et seraient hantés par des mauvais esprits ou même des entités démoniaques. Mais pour rester dans une optique rationnelle, il est difficile de dire s'il s'agit réellement de malédictions ou si ce ne sont qu'une suite de coïncidences tragiques. Quoi qu'il en soit, il n'en reste pas moins effrayant et donne à quiconque les regarde un sentiment de malaise. Dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir quelques-uns de ces objets. Que vous croyez ou non à leur malédiction, leur histoire reste tout de même passionnante à découvrir. Mais avant de plonger dans cette ambiance lugubre, j'aimerais vous présenter le sponsor de cette vidéo, qui vous changera les idées et vous permettra de vous évader dans un monde addictif et en haut couleur, sans aucun fantôme ni malédiction. Storrington Hall. C'est un jeu de match 3, un peu comme Candy Crush mais en tellement plus riche. C'est aussi un jeu de décoration de maisons et de jardins, de rénovation et même de romance, conçu pour ceux qui aiment les histoires passionnantes entre gentilshommes et gentilles, les puzzles addictifs et les défis. C'est un free-to-play disponible aussi bien sur iOS que sur Android. Pour vous donner le contexte général du jeu, nous sommes en plein cœur du 19e siècle. On incarne Jane, la fille cadette de la famille Green qui vient d'hériter d'un manoir. La bâtisse n'est pas en très bon état à notre arrivée, et notre but est de la décorer et de la remettre en état, à travers un mini-jeu de match 3 très addictif et amusant. Chaque partie nous donne des points qu'on peut utiliser pour accomplir diverses tâches de restauration du manoir. Au fur et à mesure de notre avancée, on va découvrir une histoire remplie de romance, d'humour, d'intrigue et de rebondissements, comme si on était au cœur d'un roman interactif ou d'une série dont on a hâte de connaître la suite. On devra aussi faire des choix, gérer les relations entre les différents protagonistes et assumer les conséquences de ces choix. Le fait que le gameplay soit divisé entre match 3 et relations entre les personnages rend le jeu très original et on a du mal à s'arrêter. Mais ce n'est pas tout. On peut aussi organiser des bals tous plus beaux les uns que les autres pour devenir le meilleur hôte. Et qui sait, c'est peut-être pendant l'un de ces bals que Jane trouvera enfin l'amour. On peut habiller chaque personnage avec des dizaines de costumes, de robes et d'accessoires. La cerise sur le gâteau, c'est qu'on peut jouer avec des amis et coopérer pour résoudre ensemble les casse-têtes les plus difficiles. Personnellement, c'est la partie rénovation que je préfère. J'adore la décoration et je considère ça comme un défi personnel de transformer un vieux manoir délabré en une somptueuse demeure. Ça m'apporte beaucoup de satisfaction et je passe de très bons moments dessus. N'attendez plus pour le découvrir vous aussi. Vous pouvez l'installer directement avec mes liens dans la description ou en scannant ce QR code. Et vous recevrez en prime un bonus spécial pour les nouveaux joueurs. Vie infinie pendant 6 heures. De quoi vous amuser sans aucune limite. Place maintenant aux objets maudits. Prêt à les découvrir? C'est parti. Cette chaise notoire était la chaise préférée de Thomas Busby, un criminel condamné à mort en 1702 pour le meurtre de son beau-père, Daniel Otti. Busby l'aurait étranglé dans une crise de rage, provoquée lorsqu'il a vu ce dernier assis dans sa chaise préférée après une violente dispute entre eux. Juste avant son exécution, il a demandé comme dernière faveur de prendre un repas dans son pub local préféré, où se trouvait la chaise en question. À la fin de son repas, il se serait levé et aurait proclamé que la mort subite s'abatte sur quiconque oserait s'asseoir sur ma chaise. Depuis ce jour-là, cette chaise est restée dans le pub pendant des siècles, et les gens étaient défiés de s'y asseoir. Mais la supposée malédiction lancée dessus n'a pas tardé à se manifester, à la grande surprise de tous les locaux. Plus le temps passait, plus les morts liés à cette chaise se multipliaient. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des aviateurs d'une base à proximité ont fait du pub leur point de ralliement. Et très vite, ils ont remarqué que ceux qui avaient le malheur de s'asseoir sur cette chaise particulière ne revenaient jamais de la guerre. En 1967, 2 pilotes de la Royal Air Force y sont assis. Et en revenant à leur base, ils se sont écrasés contre un arbre, mourant sur le coup. Quelques années plus tard, un maçon s'y est assis à son tour, et l'après-midi même, à peine quelques heures plus tard, il a fait une chute mortelle qui l'a tué sur le coup. La chaise maudite aurait apparemment tué chaque personne qui aurait eu le malheur de s'y asseoir, sans aucune exception. Au total, selon les rumeurs locales, pas moins de 63 personnes auraient été victimes de cette malédiction, parfois même à peine quelques minutes après s'être levées de la chaise. Lorsque le nombre de décès est devenu trop important, le propriétaire a fait don de la chaise au Thirsk Museum au Royaume-Uni en 1972. Par sécurité, pour s'assurer que plus personne ne puisse s'asseoir dessus, le musée l'a suspendue à 1,5 mètre du sol, ce qui a semblé stopper la sinistre malédiction. La chaise s'y trouve toujours à ce jour, attirant de nombreux visiteurs
mais heureusement hors d'état de nuire. Cette sculpture à l'apparence curieuse a été déterrée en 1878, en Chypre, mais son origine remonte à bien plus loin que cela, probablement des millénaires en arrière. Son vrai nom est la femme de Lempa, en référence au village dans lequel elle avait été découverte. Personne ne sait ce que c'est exactement. Elle aurait été créée en 3500 avant Jésus-Christ et aurait peut-être servi de statue de fertilité pour vénérer une déesse non identifiée. Mais la raison pour laquelle cette statue est si célèbre, c'est l'effet mystérieux et mortel qu'elle a sur tous ses propriétaires. On raconte que la statue de la femme de Lempa aurait appartenu à au moins 4 familles différentes, et chacune d'elles aurait connu une fin prématurée. Son premier propriétaire était un certain Lord Elfonte. Après avoir acquis la statue, lui-même, ainsi que tous les 6 membres de sa famille, ont perdu la vie en moins de 6 ans. Le second propriétaire, un certain Ivor Menucci, a vécu une expérience très similaire. Lui-même, ainsi que sa famille entière sont morts en seulement 4 ans. Le troisième propriétaire, même histoire. 4 ans à peine après avoir ramené la statue maudite chez lui, Lord Thompson et sa famille sont morts en 4 ans également. Pendant un long moment après cette troisième tragédie, la statue a disparu et sa trace a été perdue, jusqu'à ce qu'elle réapparaisse dans des circonstances inconnues chez un certain Sir Alan Beaverbrook. Vous devinez la suite de l'histoire. Lui, sa femme et ses 2 filles n'ont pas vécu très longtemps après l'arrivée de la statue chez eux. Mais avant que la relique puisse achever son sinistre travail, les 2 fils survivants de Beaverbrook en ont fait don au Royal Scottish Museum à Édimbourg, en Écosse. Pour ajouter à l'aura de mystère et de danger entourant la statue, le conservateur du musée l'ayant manipulée est mort 1 an après l'avoir accueillie. La déesse de la mort, comme elle a fini par être surnommée pour des raisons désormais évidentes, repose toujours dans ce même musée, emprisonnée dans une lourde vitrine en verre. Que la malédiction de la déesse de la mort soit réelle ou qu'il s'agit simplement d'une série de coïncidences macabres, nul ne le sait à ce jour. Mais si jamais vous avez l'occasion de visiter le musée où elle réside, restez à distance prudente, au cas où. La malédiction de cet objet est née d'une histoire d'amour à l'issue tragique, entre les murs du Baker Mansion. Ce manoir est situé dans la petite ville d'Altoona, en Pennsylvanie, où il se trouve toujours aujourd'hui en tant que musée. La légende raconte que ce manoir abritait Elias Baker, sa femme, leurs 2 fils, et leur plus jeune fille, Anna Baker, celle qui nous intéresse le plus dans cette histoire. Elias était un père de famille très sévère qui dirigeait sa famille d'une main de fer. Et lorsque sa fille Anna lui a annoncé qu'elle était tombée amoureuse d'un de ses employés et qu'elle avait l'intention de l'épouser, il est entré dans une colère noire. Il a catégoriquement refusé et a confiné Anna dans sa chambre. La jeune fille, qui avait déjà choisi et préparé sa robe de mariée, est tombée dans un profond désespoir. Elle a juré qu'elle ne se marierait jamais et a tenu parole, fermant à jamais son cœur. À la mort de son père, et pensant être enfin libre d'épouser celui qu'elle aimait, elle est allée lui rendre visite. Malheureusement pour elle, elle a découvert qu'il avait refait sa vie et était bien installé avec une autre qu'elle. Cette découverte l'a de nouveau plongée dans le désespoir. Désespoir accompagné cette fois-ci d'amertume, de colère et d'aigreur. Petit à petit, elle a perdu la raison. Les servants du manoir la trouvaient souvent en train de danser dans les couloirs de la demeure, vêtue de sa robe de mariée blanche. Elle a continué à sombrer dans la folie jusqu'à son décès, en 1914. Mais la légende raconte que l'esprit d'Anna n'est jamais parti et qu'elle continue à ce jour de danser dans sa robe blanche. Le Baker Mansion a ouvert ses portes au public en 1941 et on raconte que des événements inexplicables s'y produisent régulièrement. La robe de mariée d'Anna avait été placée à l'intérieur d'une vitrine pour y être exposée et plusieurs témoins ont affirmé avoir vu la vitrine trembler violemment, comme si quelqu'un essayait de l'ouvrir de force. D'autres fois, en particulier les nuits de pleine lune selon les témoins, la robe elle-même bougeait, comme si elle était habitée par l'esprit d'Anna, dansant dans les couloirs vides de son manoir pour noyer son chagrin et oublier son amour perdu. On conclut cette compilation par un objet très populaire, mais non moins fascinant. L'histoire de Robert la poupée commence en 1896, lorsque Thomas Otto et sa famille ont emménagé dans un manoir à Key West, en Floride, connu à présent sous le nom de Ortiz House. Les Otto étaient connus pour être très sévères avec leurs servants, allant même jusqu'à les maltraiter. Une servante a été engagée pour prendre soin de leur fils Robert, et un jour, Madame Otto l'aurait vu pratiquer la magie noire dans sa cour. Outrée, elle l'a immédiatement congédié, mais avant de partir, la servante a offert à Robert une poupée réaliste de presque 1 mètre de hauteur, avec des boutons à la place des yeux, et dotée de cheveux humains, probablement ceux de Robert. Les poupées réalistes existaient déjà à l'époque, mais celle-ci s'est avérée être très spéciale.
Le jeune Robert lui a donné son propre nom et l'habillait souvent avec ses vêtements à lui. Robert la poupée était devenu son fidèle compagnon. Il l'emmenait partout avec lui. Même à la table des repas, elle avait son propre siège, et Robert lui passait des bouchées de nourriture quand ses parents ne regardaient pas. Il l'emmenait également avec lui au lit, en allant se coucher. Cette relation qui aurait pu sembler innocente et attendrissante au départ, n'a pas tardé à prendre une tournure très malsaine. Quelque temps plus tard, Robert, l'enfant, a décidé qu'il voulait être appelé par son second prénom, Eugène, parce que Robert était sa poupée, et non pas lui. Souvent, les servants entendaient Eugène dans sa chambre en pleine conversation avec Robert. Il lui parlait de sa voix enfantine, et les réponses qu'il recevait étaient d'une voix beaucoup plus grave. Parfois, il devenait très agité, inquiétant sa mère et les servants. Lorsqu'il venait le voir dans sa chambre pour s'assurer qu'il allait bien, il trouvait le petit garçon prostré dans un coin, alors que Robert était assis sur une chaise ou sur le lit, le regardant fixement. Et plus le temps passait, plus la situation empirait. Eugène se réveillait de plus en plus souvent la nuit en criant. Un soir, ses parents ont entendu un énorme bruit dans sa chambre. En se précipitant pour voir ce qui se passait, ils ont découvert que la pièce était complètement ravagée. Eugène était dans un coin et fixait la poupée en criant « Ce n'est pas moi, c'est Robert !» Ses jouets étaient retrouvés mutilés, et un petit rire sinistre qui semblait venir de nulle part était régulièrement entendu par les habitants de la demeure. À chaque fois que quelque chose d'étrange arrivait, Eugène disait « C'est Robert qui a fait ça !» Le garçon acceptait la punition, mais insistait que c'était la faute de Robert, pas la sienne. Au fur et à mesure que l'agitation grandissait, plusieurs servants ont démissionné. La famille a décidé qu'il était temps de faire quelque chose, et sous le conseil d'une grand-tante, ils ont placé Robert dans une boîte dans le grenier, boîte dans laquelle il est resté pendant de longues années. À la mort de son père, Eugène, devenu adulte, a hérité du manoir de son enfance. Il a décidé d'y vivre avec sa femme. Étant devenu artiste peintre, il s'était convaincu que cette maison était l'endroit parfait pour exprimer son art. La première chose qu'il ait faite en arrivant était de remonter au grenier, pour sortir sa vieille poupée d'enfance et la dépoussiérer. Le temps passant, il s'est de nouveau attaché à Robert, au grand déplaisir de sa femme. Et tout comme avant, la relation de l'homme avec la poupée n'a pas tardé à redevenir malsaine. Eugène recommençait à l'emmener avec lui partout où ils allaient. Il le faisait même dormir dans leur lit conjugal. Il s'est mis à s'en prendre souvent à sa femme, faisant des crises de colère impressionnantes où il hurlait et brisait des objets. Les crises duraient pendant un certain temps, puis il se calmait et redevenait lui-même. Il s'excusait à chaque fois, mais disant que c'était la faute de Robert. C'est à partir de là que sa femme s'est mise à douter de sa santé mentale. Après plusieurs disputes, elle a réussi à remettre la poupée dans le grenier. Mais Eugène, qui l'avait aménagée de manière à lui faire une chambre à part entière là-haut, avec ses propres meubles et sa propre garde-robe, y passait tout son temps. Leur mariage est lentement tombé en ruine, jusqu'à ce qu'il connaisse une fin brutale au décès de Madame Otto. La cause de sa mort n'est pas connue, et Eugène a subi le même sort peu après. Le décès de son propriétaire n'a pas stoppé Robert cependant. Il aurait continué d'attaquer les gens, les enfermant parfois dans le grenier. Les personnes qui passaient dans la maison affirmaient entendre un rire maléfique provenant de la chambre. Pendant une période, Robert est resté seul dans la demeure, jusqu'à ce qu'une nouvelle famille la rachète et la restaure. Et de nouveau, la poupée a été placée dans le grenier, mais elle a refusé d'y rester. Elle était retrouvée un peu partout dans la maison, sans que personne n'y ait touché. Une certaine nuit, elle aurait été retrouvée au pied du lit des nouveaux propriétaires, secouée d'un rire terrifiant. Il ne leur en a pas fallu plus pour fuir en courant. Robert a plus tard été placé dans le East Martello Museum, à Key West, où il reste assis, enfermé dans une boîte en verre. Malgré son enfermement, la poupée n'a rien perdu de son côté menaçant. Visiteurs et employés affirment l'avoir vue bouger par elle-même. Son sourire s'était transformé en mou. Quand il le nettoyait, il le retrouvait le lendemain dans une nouvelle position, une couche fraîche de poussière sur ses chaussures. Certains disent qu'il peut vous maudire. Si vous voulez prendre une photo de lui, vous devez demander poliment l'autorisation. Il penchera la tête s'il vous l'accorde. S'il ne bouge pas et que vous prenez la photo malgré tout, il vous maudira, ainsi que tous ceux qui vous accompagnent. La même chose arrivera si vous vous moquez de lui. À ce jour, Robert demeure toujours dans le East Martello Museum, dans son costume de marin, serrant son lion en peluche et continuant d'intimider ses visiteurs. Voici qui conclut cette vidéo sur les objets maudits. J'espère qu'elle vous a plu. Il y en a encore plusieurs autres à découvrir. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait que je fasse une partie 2. Je remercie aussi Storrington Hall pour avoir sponsorisé la vidéo, et je vous encourage vivement à télécharger le jeu avec les liens dans la description. Chaque téléchargement compte, et ça m'aide énormément à vous proposer du contenu régulièrement. Prenez soin de vous, et à bientôt.